Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un homme à plusieurs casquettes, mais c'est surtout pour sa connaissance de la Corne de l'Afrique, du Moyen-Orient et de ce qui se joue dans cette zone du monde que nous l'accueillons aujourd'hui. Abdesalam Clèche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté Merci de votre invitation. Vous êtes le coprésident du Centre européen pour la paix dans la Corne de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter ce centre que vous avez cofondé? Eh bien, ce centre est né d'une volonté d'abord de faire connaître cette région, oui, et surtout de travailler sur ce qu'on appelle le dialogue non violent pour la paix. Parce que c'est une région qui connaît beaucoup de violence depuis un certain temps, et notamment des conflits à la fois internes, externes, ce qu'on appelle des conflits intra-étatiques, des conflits interétatiques, et même, je dirais, des conflits par procuration. Et donc, elle est effectivement amenée à résoudre un certain nombre de conflits, et le Centre européen, effectivement, a aidé, je dirais, à un certain nombre de dialogues entre différentes parties qui sont en conflit, pour essayer de les accompagner, pour trouver le meilleur moyen de pouvoir sortir de ces conflits. Voilà un peu l'objectif majeur, je dirais, du Centre européen pour la paix dans la Corne de l'Afrique, et également pour faire connaître cette région, cette région majeure qu'en France, on connaît très peu, et je dirais parce que il y a un tropisme que vous connaissez, que nous vivons tous, qui est un tropisme lié essentiellement au type de relation qui s'est installé entre la France et le continent africain, essentiellement et exclusivement vu à travers la relation qui est installée avec ce qu'on appelle l'Afrique francophone ou le nord de l'Afrique. Et donc, le continent africain est finalement réduit essentiellement à ces deux régions. Or, le continent africain est pluriel, riche, abrite des régions diverses. Et il était important également de changer un peu ce regard et d'inviter à la fois ce qu'on appelle les décideurs, les journalistes, les chercheurs et l'opinion publique à mieux connaître cette région, donc lui donner davantage de visibilité. Mettre un spot sur cette région pour qu'on puisse savoir que l'Afrique ne se limite pas seulement à l'Afrique du Nord, ni à l'Afrique du Sud, et ni à l'Afrique seulement de l'Ouest, mais il y a d'autres Afriques dans la seule Afrique. Absolument, notre imaginaire est souvent très limité à une région, et ça pose des problèmes de ce qu'on appelle des représentations du continent africain. Et il était temps un peu, il y a tout un travail qui est fait d'une manière générale de déconstruction de la vision que nous avons du continent africain, qui vit une mutation, des changements, des reconfigurations, comme on dit, mais elle ne se limite pas simplement à la région que nous connaissons et avec laquelle la France est censée avoir des relations privilégiées, des relations séculaires, mais il y a d'autres régions avec lesquelles elle a également des relations, et il était temps, entre autres, de les faire connaître. Et ça part également d'un autre, le centre est également né, je dirais, à partir de ce qu'on appelle l'irruption, entre guillemets, de l'immigration de cette région de la Corne de l'Afrique à partir de 2014. L'événement majeur, le tournant, je dirais, dans l'imaginaire ici, c'est soudain ce qu'on a appelé l'arrivée massive, même si elle était réduite, l'arrivée massive de cette immigration et de ces réfugiés venant de la Corne de l'Afrique, exclusivement donc au départ des Érythréens, des Soudanais et plus tard des Somaliens, et le fameux naufrage de Lampedusa qui a marqué les esprits. Donc, et par la suite, la Méditerranée a été considérée comme une cimetière pour ces réfugiés. Et tout d'un coup, la focale s'est dirigée vers ce pays, vers cette région. Mais encore une fois, d'une manière négative. Tout d'un coup, c'est invité au débat sur l'immigration, les réfugiés, mais il y a aussi des immigrés et des réfugiés de la Corne de l'Afrique. Pourquoi ils viennent? Comment se fait-il qu'ils viennent? On ne le connaît pas, et ainsi de suite. Et donc, des multiples questions auxquelles il fallait répondre, tout en sachant que ça restait encore une image négative dans la mesure où ça s'accumulait avec d'autres images qu'on avait de la Corne de l'Afrique, mais qui ont fait aussi éruption depuis les années 90, qui sont les fameuses famines. Rappelez-vous l'image de Kouchner portant le fameux sac de riz, plus tard les grandes famines d'Éthiopie, plus tard les fameuses pirateries de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb, qui a amené un certain nombre de flottes maritimes militaires à s'installer. Bref, toute cette accumulation d'images se sont installées et finalement on s'est resté un peu sur une image fixe, statique.
Or, la Corne de l'Afrique connaît une dynamique dont on va parler, qui bouge comme d'autres, parce qu'en même temps, la Corne de l'Afrique reste, avec l'Afrique australe, une des régions dynamiques en termes économiques. Très bien. Il y a quelques jours, le 24 avril dernier, donc le think tank Thinking Africa et le Centre européen pour la paix dans la Corne de l'Afrique ont donc organisé une conférence sur les nouvelles grammaires de la recomposition de la Corne de l'Afrique. Quels étaient les objectifs? Je viens de comprendre un peu ce que vous aviez essayé de faire pour que les gens ne limitent pas leur vision sur la Corne de l'Afrique, sur la famine, l'immigration, les conflits. C'était quoi? Et changer l'image de cette région de l'Afrique? Il y avait plusieurs objectifs. Alors, pour les décliner, je dirais le premier objectif, cette conférence est faite en partenariat à la fois avec Thinking Africa, mais également d'autres partenaires importants qui sont le journal électronique Orient 21 et également Sudan Tribune, un journal donc, qui parle de l'actualité soudanaise, avec Reporters sans frontières et également la radio IRENA, qui est une radio érythréenne. L'objectif, c'est d'abord donner de la visibilité, mais en offrant des clés de compréhension de cette région, au moins sur trois parties. D'abord, que représente cette région en termes géopolitiques aujourd'hui, parce que ça bouge dans cette région. Deuxièmement, cette région est aussi venue à l'actualité par ce qu'on appelle également la guerre du Yémen. Parce que la Corne de l'Afrique est tout d'un coup devenue un élément important aussi de reconfiguration de ce conflit yéménite qui s'est déclaré depuis 2015. Et il y a des pays de la région de la Corne d'Afrique qui ont été plus ou moins partie prenante du conflit, soit en étant des bases, soit en étant partie prenante directement, comme le Soudan, qui a un contingent dans la guerre du Yémen. Et enfin, parce que aussi la migration de la Corne de l'Afrique, c'est une migration de et vers. C'est-à-dire que nous avons aussi une région qui connaît des immigrations internes au sein de la Corne de l'Afrique, mais également au-delà de la mer Rouge et des détroits de Bab el-Mandeb vers le Yémen, puisque en même temps qu'il y a une guerre au Yémen, et des migrants de la Corne de l'Afrique continuent à aller vers le Yémen malgré la guerre. Et enfin, dernier élément que très peu de gens savent, il fallait le mettre aussi en avant, c'est que la Corne d'Afrique abrite l'un des plus grands camps de réfugiés au monde, le camp de Dadaab au Kenya, 400 000 réfugiés, et par conséquent aider à relativiser un peu cette idée qu'on serait envahi en France par les migrants, alors que Manon, on dit qu'on reçoit à peine 1% de cette immigration africaine qui reste essentiellement interne. Et la Corne de l'Afrique abrite une des plus grandes migrations internes de la région. Autre point qui nous paraissait important, c'est aussi de mettre la focale sur le développement économique de la région. Parce que l'Éthiopie, un des pays majeurs de la région, le deuxième pays le plus peuplé du continent africain, il faut le savoir après le Nigeria, connaît également un développement, on n'arrête pas de citer régulièrement son taux de croissance important, connaît un des plus grands développements par l'intermédiaire du grand barrage de la Renaissance, qui a un impact sur le fleuve de l'Nil, et également, je dirais, sérieux. Quelles sont aujourd'hui les projections, parce que c'est une région aussi qui connaît un développement grâce à ses ports maritimes, quels sont aujourd'hui ces développements et comment elles impactent également à la fois le continent africain, mais également quel type de relation que cette région a avec l'Union européenne, notamment parce qu'on appelle et le processus de Khartoum, qui est l'accord entre l'Union européenne et la Corne de l'Afrique qui gère l'immigration, mais aussi d'autres types d'économies. Voilà un peu, j'allais dire, globalement, à travers des chercheurs, des acteurs, mais également des journalistes. Donc, puisqu'il y a eu 3 tables rondes, la première était essentiellement géopolitique, la deuxième, c'était migration, et la troisième, comment les médias rendent compte de ce que j'allais dire, ce point aveugle, ça reste un point aveugle de la réalité de la Corne de l'Afrique ici en France. C'est ça donc que vous appelez les grammaires. Absolument, absolument. La grammaire, ça veut dire qu'on conjugue. Alors, j'ai été surpris, vous le disiez il y a quelques secondes, pourquoi regrettez-vous que les médias occidentaux ne s'intéressent pas plus que cela à cette partie de l'Afrique ?
Pourquoi? Parce que d'abord parce qu'on pense que quand elles s'intéressent très peu, et elles devraient s'intéresser davantage pour changer. Quel est leur intérêt de s'intéresser? Parce que d'abord, cette région de la Corne de l'Afrique, nous en sommes partie prenante. Oui. Nous sommes présents, la France et l'Europe sont présents. On est présent à Djibouti, on est présent dernièrement, il y a eu la visite de Macron qui a signé un certain nombre d'accords, au moins avec 2 pays, sinon sur 3 pays. Oui. Et donc, nous avons, à la fois la France et l'Europe, jouent un rôle important dans cette région. Et par conséquent, il y a, je dirais, de la part des journalistes en général, très peu d'intérêt, alors que la région connaît des consolidations de régions, de relations, de coopération avec la France et l'Europe. Donc, il serait temps que les médias puissent s'intéressent davantage et sachent un peu aussi quel type de lecture, de grille de lecture peuvent offrir aux acteurs. En tout cas, ce soir, de votre bouche, j'entends que c'est une région qui est dynamique. Elle n'est pas seulement une région instable et qui connaît des guerres, des déplacés, etc. C'est une réalité que vous ne niez pas, mais vous dites qu'il faut la mettre en perspective avec le dynamisme de cette région. Oui, absolument. Non seulement la mettre en dynamisme, parce que cette région est limitrophe de la mer Rouge. Qui dit la mer Rouge dit globalement le poumon économique de le poumon économique du monde, puisque plus de 75% du pétrole passe par cette région. Donc, si cette région connaît des difficultés, forcément, ça va impacter notre quotidien. Parce que notre énergie vient de cette région. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, dans ce qu'on appelle globalement le changement climatique. On en parle beaucoup. Alors, très peu de gens savent que c'est une région qui est impactée par le changement climatique. Et très tôt, le rapport du GIEC concernant les climats a souligné que cette région de la Corne de l'Afrique connaît un changement climatique important. Donc une sécheresse maintenant qui devient presque récurrente. Et ça impacte l'agriculture sur place. Ça veut dire que demain, on commence déjà à avoir ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. Et donc ça va continuer à impacter. Donc comment accompagner, et le dernier vent qu'on appelle les Niño, qu'on a connu aux États-Unis et de l'autre côté, eh bien, s'est installé pendant 2 ans dans la région de la Corne de l'Afrique. Et on sait que la paysannerie, en tout cas les paysans, ont été obligés de se déplacer et de quitter un certain nombre de terres. Bref, ces changements induisent quoi? Induisent probablement demain, qu'on commence à connaître, des déplacements de population interne, mais probablement externe. Et enfin, dernier élément, qui n'en est moindre, cette région connaît des conflits majeurs. Elle abrite quand même, en termes, j'allais dire, de régime, abrite quand même les 3 ou 4 derniers chefs d'État qui ont quand même exercé depuis au moins 20 ans, sinon 30 ans. Je rappelle l'Ouganda avec Museveni, donc le plus 33 ans. Le dernier qui est parti, ou qu'on a fait partir, Omar el-Béchir au Soudan, 30 ans. Vous avez Omar Guelleh au Djibouti qui est là depuis 99. Et donc, vous voyez bien qu'à la fois, il y a une dynamique, mais également une résistance. Or, ces régimes qu'on peut appeler autoritaires, pour d'autres qu'on peut appeler des dictatures, comme celle de Essayas Afwerki en Érythrée, un régime qu'on qualifiait quand même la Corée du Nord de l'Afrique. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France et en Europe, on est en train d'établir des relations avec des États pour aider à ce qu'on appelle la stabilisation des régions. Or, ce mot est un peu galvaudé. Pourquoi? Parce qu'une stabilité avec des régimes autoritaires et des régimes parfois dictatoriaux n'amènent pas forcément la stabilité. Ce n'est pas le moindre mal. C'est quand même des visions à court terme. Et ces régions aussi, ces populations aspirent comme d'autres à plus de démocratie, plus de droits de l'homme. Et c'est ça, la vraie stabilité pour les populations, pour un vrai développement durable.
et des meilleures relations avec l'Union européenne et la France. Vous dites que c'est un calcul d'épicier que de se dire qu'on préfère, on va dire, un pouvoir autoritaire pour garder une forme de stabilité jusqu'à ce que cela explose. Tiens, on va ouvrir une parenthèse puisque ça nous offre l'occasion de parler du Soudan. Absolument. Est-ce que ce qui se passe au Soudan est la conséquence de la recomposition de la région de la Corne de l'Afrique ou c'est l'une des causes? C'est les deux, j'allais dire. Oui. C'est les deux. C'est à la fois une conséquence aujourd'hui dans la mesure où nous assistons sur tout le continent africain à ce qu'on appelle une dynamique de la société civile. Que ce soit incontestablement. Et c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle, c'est pas simplement un effet papillon, c'est une lame de fond, parce que le continent africain connaît un développement de sa jeunesse, qui aujourd'hui impacte quotidiennement, et un vieillissement, je dirais, de l'élite traditionnelle classique, et donc également aussi des échecs économiques palpables, importants, qui font qu'aujourd'hui, aucun régime, je dirais, ne pourrait rester stable s'il n'est pas animé par un vrai développement. Et le Soudan a accumulé, depuis 30 ans, un régime autoritaire, un appauvrissement réel pour un pays qui, quand même, emmagasine des ressources naturelles importantes, qui a connu une manne pétrolière importante avant la sécession avec le Soudan, qui emmagasine ce qu'on appelle la gomme arabique qui est exportée, et donc, et évidemment également des conflits internes qu'il a instrumentalisés, que ce soit au Darfour, au Kordofan, au Nil Bleu et ainsi de suite, mais qui est devenu, j'allais dire, surtout ce qu'on appelle un régime prédateur, à la fois en interne et externe. Un prédateur vis-à-vis de sa population. N'oublions pas que le régime d'El-Bachir a été très tôt, bien avant la Syrie par exemple, quand on cite comme exemple, a bombardé sa population civile avec une aviation qui n'a jamais utilisée, j'allais dire, pour défendre des frontières externes. Elle a été essentiellement utilisée en interne. Donc c'est quand même et qui est poursuivi, comme vous le savez, par la CPI pour crimes de guerre, génocide et ainsi de suite. Tout cela accumulé fait qu'il est devenu également un prédateur à l'extérieur. Parce qu'en termes de fuite en avant, dans la mesure où il a connu des sanctions importantes, une économie affaiblie, 40 milliards de dettes accumulées. Tout cela fait qu'aujourd'hui, il est arrivé à une voie sans issue. Et par conséquent, il a voulu assumer ce qu'on appelle une fuite en avant et il s'est engagé dans l'instrumentalisation de ces conflits de son pays, dans un conflit également externe, puisque c'est le seul pays de la région qui a envoyé quand même des troupes à la guerre du Yémen. Tout cela cumulé, eh bien, fait que la population n'en pouvait plus. Personne ne croyait qu'un tel régime pouvait tomber. Et effectivement, il y a des alliés naturels, entre guillemets, qu'il avait, qui l'ont laissé tomber. Et puis nous avons assisté à une formidable révolution pacifique. Tranquille, qui dure quand même depuis le 19 décembre. Rappelons quelque chose qui est important dans la mémoire collective des Soudanais, dont on parle très peu. Le Soudan vit sa 3e révolution pacifique. 2 fois, il a mis à bas des régimes autoritaires d'une manière pacifique. En 65, en 85, 86, et c'est la 3e. Et ce qui est formidable avec cette révolution, que jamais les leaders, notamment ce qu'on appelle l'APS, l'Association des professionnels soudanais, qui est un espèce de syndicat bis, parce que les syndicats traditionnels ont été mis sous la coupe par le régime, a réussi à maintenir à la fois ses revendications massives, une pression énorme, tout en refusant de rentrer dans une confrontation violente avec le régime. Et le régime est tombé, donc c'était un colosse au pied d'argile, et cela, bien entendu, je dirais, fait donner des sueurs froides à quelques pays de la région. Alors vous me disiez, est-ce que c'est une cause ou une conséquence? C'est les deux. C'est les deux. Vous parlez de sueurs froides. Je ne vais pas vous pousser à dire le nom du pays. J'y pense aussi. Je vais le faire à votre place. Est-ce que vous pensez qu'à Djibouti, on pense de plus en plus,
on monographie ce qui vient du Soudan en ce moment. Je crois que comment dirais-je, aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui comme circulation, ou comme rencontre, de préparation de rencontres entre certains chefs d'État, il y a de vraies craintes. On dit longue aujourd'hui sur leurs craintes et essayer de prévenir éventuellement cette lame de fond, parce que le Soudan, c'est un pays important en termes de superficie. Dans ses voisins, nous retrouvons un certain nombre de pays qui aujourd'hui ont ce type de régime, donc, et donc les relations sont importantes. Et donc ce qui impacte le Soudan, non seulement impactera fortement les pays de la région, de ce qu'on appelle la petite corne et la grande corne, mais je pense également que ça impactera également les autres pays, à partir du Tchad, vers la Libye et même vers l'Afrique de l'Ouest, parce que contrairement à ce qu'on pensait auparavant, à savoir que jusqu'à Fashoda, eh bien, l'Afrique francophone s'arrêterait au Tchad et au-delà, aujourd'hui, il y a une telle porosité entre les pays, il y a une telle dame de fond, et parce qu'il y a une question importante qui nous concerne ici en France et là, c'est ce qu'on appelle la sécurité. Et la sécurité, ben, ça veut dire quoi? C'est quels sont les moyens qu'on se donne pour sécuriser, mais d'une manière, j'allais dire, démocratique, et non pas d'une manière autoritaire, l'ensemble des pays de la région, parce que ces pays connaissent également, j'allais dire, des forts mouvements qu'on peut qualifier parfois d'extrémistes, qui touchent à la fois la Somalie jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, en passant par le Mali, le Burkina, et le Niger aujourd'hui, et ainsi de suite. Et tout cela fait sens aujourd'hui. Donc la sécurisation de la Corne de l'Afrique, mais avec des régimes démocratiques stables, évidemment, ça touche également les autres pays, et on sait quelle relation avait la Libye avec le Soudan. Et quand on connaît aujourd'hui la situation de la Libye, on imagine le reste. Et enfin, il y a un dernier élément, je pense sur lequel tout le monde aujourd'hui fait un focus, c'est quand même, je dirais, l'impact également des relations avec les pays du Golfe, notamment à cause de la guerre du Yémen. Nous avons vu à quel point, dès qu'il y a eu ce mouvement au Soudan, dès qu'il y a eu la chute du régime d'Omar al-Béchir, tout d'un coup, il y a eu au moins 3 axes qui ont bougé, ce qu'on appelle l'axe saoudo-émirati-égyptien, parce qu'ils sont partie prenante, ils ont essayé un peu d'avoir leur influence dans la région. L'autre axe, c'est l'axe qatari-turc. Et enfin, il y a un qui ferait, je dirais, les deux, qui est l'axe iranien par la force des choses. Et donc, ça montre à quel point les puissances de la région ont aussi aujourd'hui leur grammaire à dire dans la région et leur impact dans la région, au-delà de ce auquel on était habitué auparavant dans cette région, qui est l'impact des puissances mondiales comme les États-Unis, la Russie, évidemment la Chine, qui a, comme vous le savez, la première de son histoire, la première grande base militaire à Djibouti, et qui est un tremplin pour avoir encore plus de pattes sur le continent africain. Sur le continent, en attendant peut-être que les Russes aussi n'arrivent. C'est ça. Absolument. On va conclure notre entretien par cette dernière question. On referme la parenthèse sur la géopolitique par rapport à l'actualité au Soudan et évidemment les conséquences de la chute d'Omar el-Béchir. Juste, on revient à ce qui nous a amené sur ce plateau, à cette conférence que vous avez donc co-organisée avec Viking Africa. Au lendemain de cette conférence, est-ce que vous diriez que le premier objectif que vous visiez ou les premiers objectifs que vous visiez sont atteints? Absolument, non seulement ils sont atteints, mais je dirais qu'aujourd'hui ça fait écho, ça a fait public non seulement au niveau des publics, mais également des co-organisateurs. Et je pense que l'attente a été tellement importante et on y a répondu partiellement, on ne peut jamais répondre à 100%, qu'aujourd'hui déjà, le soir même et aujourd'hui ce matin, se dessine déjà, j'allais dire, la suite de cette conférence, puisqu'il est prévu dans l'agenda d'autres moments pour revenir un peu d'une manière encore peut-être plus approfondie sur certaines thématiques
plus réduites concernant la Corne de l'Afrique, qui seront à la fois des thématiques sur la question de la paix, des thématiques sur la question elle-même du développement et ce qu'on appelle le développement durable, mais également des thématiques qui nous concernent, qui sont la relation entre cette région, la France et l'Union européenne. Donc aujourd'hui déjà se dessine probablement dans les semaines qui arrivent ce type d'événements qui vont, j'allais dire, ponctuer le travail à la fois de Thinking Africa, comme le Centre européen avec d'autres organisations, pour approfondir ce travail et permettre à la fois aux intéressés, que sont à la fois les chercheurs, les journalistes et l'opinion publique, d'accord, de pouvoir approfondir ces thématiques et surtout de nourrir leurs interrogations par des réponses, mais aussi peut-être mieux poser les problématiques et d'en changer un peu des perspectives. Donc oui, nous continuons plus que jamais parce que la Corne de l'Afrique en a besoin, la France aussi, et également, je dirais, tout un chacun, tout citoyen a besoin de savoir un peu ce qui se passe dans ce monde qui est globalisé et dans ce monde où nous voulons qu'il y ait une citoyenneté responsable. Et la citoyenneté responsable, c'est effectivement de donner à voir ce qui se passe ailleurs, parce que ce qui se passe ailleurs, ça nous concerne, ça nous concerne au quotidien. Abdesalam Kesh, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes coprésident donc, du Centre européen pour la paix dans la Corne de l'Afrique. Vous êtes aussi membre fondateur du programme Développement durable Afrique DHPE, c'est ça? Absolument, absolument. On parlera un autre jour de votre combat pour le développement durable et pour l'écologie. Merci Infiniment. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.